portera sur le baromètre RH et les résultats de 2023. Donc, oui, ma collègue. Donc, ce qu'on va faire, on va présenter l'agenda de ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est un petit moment. Je change la slide. Donc, on va se présenter. Si vous ne connaissez pas déjà, pour les personnes qui sont nouvelles, ben, on va se présenter, là, les personnes qui présentent les résultats et le webinaire. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter et dire qu'est-ce que le benchmarking et regarder là qu'est-ce que c'est. On va regarder le fonctionnement du baromètre RH+, quand il s'agit là, des indicateurs qui sont inclus, puis des résultats. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est dans le titre. Et ensuite, on va finir avec une période de questions, mais n'hésitez pas vraiment là, à les mettre dans le chat s'il le faut. Si vous avez quelque chose qui vous chicote tout au long de la présentation, écrivez-le dans le chat. Ça va nous faire un plaisir là, de vous aider tout au long. Ou sinon, vraiment, à la fin, si vous voulez activer votre caméra puis le faire de vive voix, ben, c'est normal aussi. On préfère vous voir aussi là, à ce sujet-là. Donc, encore une fois, je me présente en premier, toujours la même blague. Mon nom à moi, c'est Jean-André Moussignac. Ici, chez Cara, je suis vraiment le point contact là, avec les clients qu'on travaille puis dans leurs projets. Donc, on s'assure là, que de bon côté, qui savent bien utiliser notre plateforme et puis que le projet va super bien là, tout au long, qui sont avec nous. Par la suite, il y a ma collègue Amy Ruel qui est avec nous depuis 2016. Donc, Amy, elle, de son côté, vraiment passionnée par le benchmarking. Donc, un peu le but de la présentation d'aujourd'hui, mais aussi, elle est là quand il s'agit d'accompagnement avec tout type de projet, là, nos clients futurs et clients présents à travers tous leurs projets d'analytique RH, de bout en bout. Par la suite, nous avons Madame André Laforge, donc vice-présidente, expérience employée et chef de produit chez nous. Donc, on dit enthousiaste parce que quand André a commencé dans le domaine, c'était pas le domaine le plus populaire. Et puis, elle était vraiment passionnée, puis c'est une des pionnières là, qui a fait avancer le tout ici. Donc, comme vous pouvez le voir, en 2018, elle a été nommée là, parmi une des top 50 analytiques RH influencers au monde. Donc, on a quand même un bon bagage, puis comme toujours, là, on a toujours des bonnes informations pour vous. Donc, on présente bien évidemment Cara, qu'on dit Cara, c'est une solution d'intelligence d'analytique RH propulsée par les gens de Syntel. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment que ce soit formation, accompagnement, service d'analyse de données, l'utilisation de notre plateforme, bien entendu. Aussi, il y a une solution de sondage qui est attachée à ça, puis le service de benchmarking. Ce que vous voyez à droite, c'est les clients avec qui on a travaillé et certains avec qui on fait toujours affaire, là, mais c'est vraiment pour montrer un éventail de tout type d'organisations avec lesquelles on a fait des projets. Puis là, qu'on dit par les gens de Syntel, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on fait à Cara, mais c'est qui les gens de Syntel? Mais là, on parle là, vraiment d'une entreprise québécoise spécialisée en intelligence d'affaires, donc du BI et en analytique avancée. Donc là, comme vous pouvez le voir, on parle de plus de 350 projets avec plus de 35 ans d'expertise, vraiment là, à travers toute industrie et lignes d'affaires confondues. Donc, on a quand même une grande expertise sur un grand éventail là, de plusieurs entreprises. Puis là, pour les activités à venir, comme vous pouvez voir, ben là, ma collègue l'a enregistré, donc vous n'avez pas à prendre trop de notes parce que ben, vous allez recevoir la présentation et l'enregistrement du webinaire au courant de la semaine prochaine. Vous allez recevoir aussi, d'ici la fin de la journée, un sondage de satisfaction afin de donner du feedback, puis voir là, si les informations étaient pertinentes ou bien s'il y a certaines choses qui peut-être vous intéresseraient pour un de nos prochains webinaires. Par la suite, ben là, comme vous pouvez voir, la période de vacances, bon, on ne va pas en faire, mais nous allons revenir en force là, avec le nouveau calendrier des activités pour l'automne 2024. Puis si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre infolette, ben, ma collègue va mettre le lien dans le chat, puis ça va vous permettre là, de vous inscrire afin d'avoir les informations pour le nouveau calendrier. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma collègue Amy. Super. Donc, je vais reprendre le contrôle de la présentation. Donc, je vais vous présenter mon écran à la place et je vais vous
remettre ici pour pouvoir vous voir. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long dans le chat ou quoi que ce soit. Donc, je tiens à confirmer auprès de Jean-André. André, vous voyez bel et bien mon écran? Oui, oui, OK. oui. OK, parfait. Donc, on va commencer tout d'abord par le benchmarking parce que le baromètre RH, il y en a peut-être ici dans la salle, on va mettre ça en guillemets, dans la salle, qui nous suivent depuis quand même un certain temps, qui participent à l'ensemble de nos webinaires, mais qui ne sont pas vraiment au courant de ce qu'est le baromètre RH. Donc, le baromètre RH est une solution de benchmarking. Donc, pour nous, ça paraissait vraiment essentiel de vous parler de benchmarking avant d'amorcer la présentation des résultats. Donc, on vous met ici une petite définition que nous, on utilise chez Cara pour venir définir qu'est-ce que le benchmarking. Donc, le benchmarking, comme vous pouvez le voir, c'est un processus systématique qui permet de comparer sa performance à des leaders reconnus dans le but de déterminer les meilleures pratiques qui amènent une performance supérieure lorsqu'adaptées et utilisées. Donc, globalement, qu'est-ce que ça signifie? C'est que vous allez aller chercher vos données et les résultats de votre performance RH, donc certains indicateurs, et que vous allez venir les comparer avec des organisations qui vont soit être de votre secteur d'activité, de votre taille, donc on parle ici de nombre d'employés, ou également de votre région administrative, donc avec des leaders qui sont dans votre domaine et qui vont venir vous permettre de déterminer est-ce que vous avez des problèmes ou à l'inverse, est-ce que chez vous, le taux de rétention des nouveaux employés, vous faites partie des meilleurs pour votre groupe et vous n'avez pas de situation problématique. Donc, ça peut venir vous permettre de venir vous fixer aussi des objectifs lorsque vous avez des problèmes ou quoi que ce soit. Donc, et bien entendu, c'est super important de le préciser, lorsqu'adapté et utilisé. Donc, vous devez utiliser ces résultats-là si vous voulez justement vous améliorer. Donc, globalement, le benchmarking, c'est ça. Donc, le baromètre RH, ça sert à se comparer et à mesurer sa performance. Toutefois, ce qu'on a constaté au courant des dernières années, c'est que le benchmarking, c'était quelque chose en ressources humaines qui était quand même assez compliqué et ce pour différentes raisons. Et on vous les a listées justement ces raisons-là ici. Donc, tout d'abord, le benchmarking en ressources humaines, c'est quelque chose qu'on garde quand même assez secret. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas la donnée en ressources humaines, la donnée que vous utilisez pour vous comparer, c'est de la donnée qui est qualifiée comme étant très sensible, confidentielle. Donc, c'est souvent difficile d'utiliser cette donnée-là et ensuite de transmettre nos résultats avec des compétiteurs ou avec des entreprises qu'on connaît parce qu'on ne veut pas être identifié. Donc, on veut que ce soit fait confidentiel et on ne veut pas transmettre nos résultats. Donc, c'est quelque chose qu'on veut garder secret. Donc, c'est quelque chose qui a rendu vraiment le benchmarking au courant des dernières années très compliqué, notamment au Québec, mais un peu partout. Ensuite, quelque chose qui a vraiment rendu le comparatif très difficile en ressources humaines, c'est les formules utilisées. Donc, vous êtes peut-être au courant, en 2018, si je ne me trompe pas, André, que la norme ISO 3414, c'est pas 2018? 2019, c'est ça, janvier 2019, si je ne me trompe pas. J'avais fin 2018, janvier 2019. Donc, c'est la norme ISO 30414 qui a été mise en vigueur, mais en Europe. Donc, on sait que ça s'en vient ici, mais ça a permis de réguler quand même 58 indicateurs de performance. Donc, il y en existe actuellement plus de 500 en ressources humaines, mais il y en a quand même 58 qui sont régulés, donc qui viennent dire voici la formule pour le taux de roulement, voici ce que ça l'inclut, voici ce que ça l'exclut. Donc, vous avez toute cette information-là pour 58 indicateurs. Mais reste quand même que pour l'ensemble de ces indicateurs, donc les plus de 500, les formules utilisées chez Cara, on en a vu beaucoup. Donc, ça devient difficile parfois de se comparer parce que quand on arrive, qu'on demande à quelqu'un ton taux de rétention des nouveaux, c'est quoi votre résultat chez vous, puis que la personne n'utilise pas la même formule, bien, ça fait en sorte qu'on compare des pommes avec des oranges et que les comparatifs, finalement, ne sont pas vraiment utilisables, puis ils ne sont pas fiables aussi pour votre organisation. Ensuite, le troisième point que j'aimerais mentionner, le secteur, la taille et bien entendu la région, donc la région administrative, quand on regarde pour le Québec. C'est quelque chose qui vient vraiment complexifier aussi le benchmarking. Pourquoi le secteur? Ben, c'est parce qu'une entreprise qui œuvre dans le domaine manufacturier, une entreprise qui œuvre dans le domaine des finances, nécessairement, le comparatif ne sera pas viable. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ne vivent pas du tout la même réalité. Ils n'ont pas les mêmes types de talents. Ils n'ont pas les mêmes besoins en matière de formation. Donc, ça rend vraiment la situation compliquée. Donc, les gens de finance ne veulent pas nécessairement se comparer avec des gens de la restauration qui, eux, non plus, n'ont pas nécessairement envie de se comparer avec des gens de finance. Ensuite, la taille. Donc, des entreprises, il y en a de toutes les tailles. Donc, vous le savez, on a des entreprises qui ont parfois 5 employés, on a des entreprises qui en ont plusieurs milliers. Donc, une entreprise de 5 employés n'a pas nécessairement l'envie de se comparer avec une entreprise qui a 20 000 employés à travers le Canada, par exemple. Et inversement,
vous pouvez vous douter que les grandes entreprises n'ont pas nécessairement envie de se comparer avec des petites organisations. Et finalement, la région, donc, comme vous le savez, les régions, puis je vais dire particulièrement au Québec parce que c'est particulièrement au Québec pour le baromètre RH, mais les régions ne vivent pas nécessairement les mêmes réalités en matière de talent. Donc, une région qui est plus dans je dirais, la Gaspésie, île de la Madeleine, ne vit pas les mêmes réalités en matière de talent que celles qui sont dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, les deux organisations qui vont être dans ces régions-là n'auront pas nécessairement envie de se comparer ensemble parce que de toute façon, le comparatif ne sera pas vraiment utilisable. Ensuite de ça, je dirais le nombre d'indicateurs qu'on veut mesurer qui rend le comparatif vraiment compliqué. Donc, pour certaines organisations, mesurer 4 indicateurs de performance, ça va être suffisant. Alors que d'autres vont avoir 20 indicateurs de performance sur leur tableau de bord qu'ils vont vouloir comparer. Donc, ça va venir vraiment rendre la situation difficile quand on va vouloir se comparer parce qu'on ne mesure pas nécessairement tous les mêmes indicateurs sur notre tableau de bord. Donc, les comparatifs deviennent vraiment difficiles à déterminer. Ensuite, la période de temps. Donc, ça, c'est quelque chose que je vois quand même assez souvent. Les gens ont tendance à vouloir se comparer, à vouloir se mesurer en fonction de leur année financière. Donc, une organisation peut avoir son année financière qui va commencer un peu n'importe quand dans l'année. Le premier, généralement, de chaque mois, il y a des nouvelles années financières. Donc, une organisation pour qui son premier trimestre de l'année commence le 1er juin et qu'une organisation, son premier trimestre va commencer au 1er janvier, quand ils vont arriver pour se comparer et qu'ils vont dire « J'aimerais ça avoir ton taux de roulement pour ton premier trimestre », ça n'aura pas vraiment lieu d'être comme comparatif parce que vous vivez des périodes, souvent c'est quand même assez périodique aussi au sein de votre organisation. Vous avez des périodes un peu plus creuses, vous avez des périodes un peu plus fortes. Donc, ça rend le comparatif vraiment difficile parce que vous allez mesurer 2 périodes de temps complètement différentes. Et finalement, le troisième point, les données utilisées. Donc, quand on arrive pour se comparer, bien souvent, on veut avoir les mêmes données qu'on va utiliser d'une organisation à l'autre. Donc, si une organisation se compare et veut mesurer, par exemple, son taux de roulement involontaire et se comparer, elle décide de ne pas utiliser ses étudiants puis de ne pas les inclure à la fin de l'été, mais que l'autre organisation utilise l'ensemble de sa main-d'œuvre, incluant ses étudiants, ça fait en sorte de quoi nos résultats ne seront pas comparables. Donc, c'est ce qui rend vraiment le benchmarking en ressources humaines très compliqué. C'est pourquoi nous, on a décidé de créer la solution, le baromètre RH, en partenariat avec l'Ordre des CRHA. Ils nous ont reconfié la gestion de cet outil-là l'année dernière. Donc, c'est vraiment l'existence du baromètre est vraiment justifiée par rapport à ça pour que les organisations puissent se comparer sur les mêmes bases. Mais où est-ce que ça se positionne, ça, par rapport au continuum de l'analytique RH? Donc, le baromètre, le benchmarking, c'est une étape essentielle pour les organisations qui veulent effectuer de l'analytique RH au sein de leur organisation. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de cette étape-là pour pouvoir déterminer c'est quoi qui va arriver par la suite. Donc, je vais vous parler brièvement parce que c'est une slide que vous avez vue et revue quand même dans un bon nombre de nos webinaires. Donc, on va y aller quand même assez rapidement. La première étape de l'analytique RH, c'est l'intuition. Donc, ça, on n'en parlera pas. Je pense que j'ai un problème, donc je bâtis quelque chose qui va venir en appui à cette situation-là que j'estime avoir. Et ensuite, la deuxième étape, on tombe déjà dans les métriques, les ratios, donc les indicateurs de performance. Donc, c'est là qu'on va vouloir commencer à mesurer certaines situations comme mon roulement, mon taux de rétention, mon délai moyen d'embauche, ce genre de situations-là. Et là, c'est là déjà que le benchmarking va arriver. Donc, le baromètre va se situer déjà à la troisième étape du continuum de l'analytique RH. Pourquoi? Parce que vous avez des indicateurs, mais là, la question va arriver à savoir, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai un problème au sein de mon organisation? Ou est-ce qu'au contraire, ça va super bien, j'ai l'impression d'avoir un problème, mais ça va super bien, ou j'ai vu que ça s'est dégradé au courant des dernières années. Ah, bien finalement, c'est ce qui s'est passé également dans l'ensemble du marché. Donc, ce n'est pas moi, c'est vraiment l'état actuel du marché. Donc, le benchmark arrive justement après pour venir vous aider à déterminer est-ce que vos indicateurs, le résultat que vous avez, est-ce qu'il est bon ou au contraire, est-ce qu'il est mauvais? Et là, c'est là que vous allez pouvoir peut-être parfois venir déterminer c'est quoi les indicateurs que vous allez avoir sur votre tableau de bord, parce que vous allez avoir, bien entendu, votre tableau de bord va être bâti en fonction de vos priorités organisationnelles. Ça, on l'a mentionné quand même assez souvent, mais c'est là aussi que vous allez dire,
telle situation est problématique, donc ce serait important de mesurer tel indicateur sur notre tableau de bord. Donc, déjà, vous allez mettre un ensemble d'indicateurs sur un tableau de bord que vous allez mesurer à une fréquence régulière. Et ensuite, on va inclure avec tout ça des données de sondage dans votre continuum. Donc, vous allez sonder vos employés. Donc, pour avoir justement tout ce qui est la mobilisation, l'engagement, vous allez avoir peut-être des entrevues, le reste que vous allez effectuer, que vous allez pouvoir utiliser la donnée de ça, vos entrevues de départ, vos sondages d'accueil. Et là, vous allez venir utiliser cette information-là. Donc, ici, on est vraiment dans le descriptif, donc dans ce qui s'est passé au sein de notre organisation. On demeure vraiment dans ce qu'on appelle le quoi. Et c'est là que, encore une fois, on parle du fameux mur de l'analytique RH. Donc, c'est là où on se dit que si on veut continuer à progresser en analytique RH, il va falloir investir. Donc, il va falloir procéder à certains investissements. Et là, je parle des investissements notamment financiers, matériels. Donc, vous allez avoir besoin de solutions pour vous aider à progresser. Vous allez avoir besoin de ressources aussi humaines, donc des professionnels qui vont vous aider dans cette tâche-là. Et beaucoup de temps aussi. Et là, vous allez vraiment pouvoir tomber dans l'analyse, donc dans tout ce qui est le pourquoi. Donc, vous allez établir des liens de corrélation. Donc, la corrélation, je vous rappelle que c'est deux situations qui évoluent simultanément, mais sans que l'une ou l'autre ait vraiment une influence directe sur ce qui se passe sur l'autre. Comme par exemple, on parlait de la mobilisation et le roulement, c'est l'exemple qu'on donne toujours. Bien souvent, la mobilisation est en baisse, le roulement augmente, mais il n'est pas facile de déterminer si lequel a une influence directe sur l'autre. Ensuite, vous allez pouvoir faire de la causalité, donc des liens de causalité, donc des liens qui ont une influence directe sur l'autre, comme par exemple, encore une fois, l'exemple qu'on donne tout le temps, le taux de roulement et le coût du roulement. Donc, plus votre roulement augmente nécessairement, plus ça vous coûte cher. Et là, ensuite de tout ça, vous allez pouvoir aller atteindre ce qu'on appelle le Graal d'un peu de l'analytique, donc pouvoir faire des prédictions. Donc, qui est à risque de quitter au sein de mon organisation si la tendance se maintient? Mon taux de roulement devrait ressembler à quoi si la tendance se maintient au cours de la prochaine année, qui est à risque de partir en invalidité? Et finalement, vous pourriez également aspirer à atteindre ce qu'on appelle le prescriptif. Donc, si cette situation que vous avez prédit se produit, qu'est-ce que vous pourriez faire pour en atténuer les effets aussi autour et peut-être même l'éviter? Donc, ça y est, là, on y va, on embarque dans ce qui est le baromètre RH. Donc, le baromètre RH+, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de benchmarking, donc comme je vous disais, qui va venir vous permettre de vous comparer. C'est une solution qui est trimestrielle, donc on suit 4 trimestres au courant de l'année et les trimestres suivent l'année calendaire. Donc, on parle du premier trimestre qui est du 1er janvier au 31 mars, deuxième trimestre 1er avril au 30 juin. Ensuite, on a le troisième du 1er juillet au 30 septembre. Et nous avons du 1er octobre au 31 décembre pour le 4e trimestre. Et là, c'est un système qui vous permet de vous mesurer selon le nombre d'indicateurs que vous voulez au travers de la plateforme. Il y en existe 11 actuellement des indicateurs dans la plateforme. Mais si vous voulez, vous pouvez participer pour 4 indicateurs, vous pouvez participer pour 6, 8 ou pour l'ensemble des indicateurs. C'est vraiment une décision qui vous revient. Et là, on ne vous demande pas de soumettre vos résultats parce que, comme bien entendu, je vous ai mentionné il y a quelques minutes, on veut s'assurer que vous respectiez les mêmes formules, que vous incluiez les mêmes données. Donc, on vous demande de soumettre les informations qui vont permettre au système de faire le calcul. C'est ce que ça va permettre de faire. Et là, vous avez plus de 2 mois pour pouvoir transmettre vos données dans le système. Les résultats, on veut s'assurer comme de quoi sont cohérents, bien entendu. Ils sont validés par des experts chez Cara pour venir s'assurer est-ce qu'il y a un problème. Donc, par exemple, si un trimestre vous participez, vous avez un taux de roulement qui est à 4 et que le trimestre, vous atteignez 45 bien forcément, il y a peut-être eu un petit problème. Donc, on vous contacte pour venir s'assurer que la donnée que vous transmettiez est bel et bien cohérente avec ce qui se passe chez vous, puis que vos résultats aussi, vous puissiez les utiliser. Et finalement, j'aime le dire, consultation conviviale. Donc, le système est quand même très facile. Vous avez toujours votre résultat et le positionnement, où est-ce que vous vous situez dans le marché. Donc, si vous êtes dans une zone rouge, ça ne va pas bien. Vous avez des efforts à faire. Si vous êtes dans une zone grise, ça va bien. Vous êtes dans la moyenne. Et si vous êtes dans une zone bleue, vous faites partie des meilleurs. Félicitations. Comment s'inscrire? Donc, si c'est la première fois que vous entendez parler du baromètre RH et que c'est quelque chose qui vous intéresse de pouvoir venir vous comparer, vous pouvez le faire dès maintenant. Donc, vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année. Il y a un forfait à prix réduit
pour les membres de l'Ordre des CRHA. Donc, si votre organisation comporte un membre de l'Ordre des CRHA, vous pouvez bénéficier de ce tarif-là, et ce, même si ce n'est pas la personne qui va venir soumettre l'information et participer en tant que telle. Donc, c'est 495 $ par année si vous avez un membre de l'Ordre des CRHA chez vous, et c'est 995 $ par année si vous n'avez pas de membre de l'Ordre des CRHA. Le paiement se fait directement sur le site de l'Ordre. Je vous mets le lien juste ici. Vous allez pouvoir l'utiliser lorsqu'on va vous envoyer la présentation. Et vous avez également le lien pour vous inscrire. Et là, on vous offre une petite promotion. Donc, si jamais vous ne l'avez pas essayé encore, le baromètre, puis que vous êtes incertain à l'idée de payer, on vous invite à vous inscrire, à nous contacter pour vous inscrire. On vous donne le premier trimestre gratuit pour pouvoir l'essayer. Puis si jamais vous voulez poursuivre, c'est là qu'on procédera à la facturation. Et si jamais vous voulez tout arrêter, il n'y aura pas de frais encourus. Donc, je vous invite à me contacter. Vous allez avoir mon adresse vraiment à la fin de la présentation si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, et au travers de tout ça, on commence. Donc, on arrive dans les indicateurs et les résultats. Donc, on va vous présenter brièvement les indicateurs qui se retrouvent dans la solution de benchmarking, puis on va vous présenter l'évolution des résultats au courant des dernières années. Donc, les résultats, on va vous présenter les résultats globaux pour l'ensemble des secteurs d'activité, pour l'ensemble des participants. Toutefois, dans le baromètre RH, c'est possible de venir segmenter l'information pour voir uniquement un secteur particulier ou un ensemble de secteurs, des tailles différentes d'organisations ou les régions administratives. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez quand même la possibilité de le faire au travers du baromètre RH, mais aujourd'hui, c'est vraiment sur les résultats globaux qu'on va se concentrer. Donc, on y va. On va commencer. Le premier indicateur de performance qu'on va présenter, c'est le taux de roulement total. Donc, le taux de roulement total, c'est l'indicateur qui est assurément le plus utilisé au travers des organisations actuellement. C'est le plus populaire, donc vous le connaissez certainement. C'est un indicateur qui est justement régulé par la norme ISO 30414. Donc, la formule qu'on vous présente ici, c'est vraiment la bonne formule à utiliser, particulièrement si vous voulez vous comparer. Donc, ça se définit comme étant le pourcentage qui représente le nombre d'employés qui ont quitté votre organisation au courant d'une certaine période. Vous avez la formule qui est juste ici, donc c'est le nombre total d'employés qui ont quitté votre organisation divisé par le nombre moyen d'employés. Donc, le nombre moyen d'employés, je vous rappelle, on prend le nombre d'employés en début de période, le nombre d'employés en fin de période, on les additionne et on divise par 2 pour nous donner notre moyenne. Et là, on fait par ça. Donc, ça va vous donner votre pourcentage. André, tu veux-tu ajouter quelque chose sur le taux de roulement total? Non? Parfait. André est là, mais elle va vous parler beaucoup de son interprétation des résultats, soit dit en passant. Donc, voici les résultats pour les dernières années. Donc, on vous présente pour l'ensemble des années du baromètre. Donc, le baromètre a été lancé en 2018, mais on avait saisi les données de 2017 à cette époque-là. C'était pour le baromètre annuel, soit dit en passant, de 2018 jusqu'à 2022. Et on a ajouté également les données trimestrielles qui ont commencé de 2019 jusqu'à 2023. Donc, au travers de tout ça, on peut voir que le taux de roulement était quand même suffisamment stable. Là, vous voyez que les résultats, il y a quand même l'air d'avoir une grosse courbe, là, mais les résultats varient quand même entre 22,5 % et 30,7 %. Donc, on s'entend qu'il y a à peu près un 8 % d'écart, un petit peu plus que 8 % d'écart entre les deux, ce qui est quand même considérable. Toutefois, il a commencé en 2017 à progresser, donc on était à 24,3 et là, soudainement, il a commencé à augmenter. Et en 2021, c'est là que ça a vraiment plus explosé. En 2021, je ne sais pas si vous nous suiviez déjà à cette époque-là, mais on parlait souvent aussi du phénomène de la grande démission. Donc, l'économie, ça allait bien. Donc, normalement, c'était à ce moment-là qu'on voit aussi semble vouloir ajouter quelque chose, André. Ben, l'économie n'allait pas si bien que ça, Amy. On était en pandémie. Ouais, on était en pandémie, mais ça roulait quand même beaucoup. Mais c'est que là, l'économie ne va pas bien. Fait que l'économie roulait en 2021. Fait que oui, mais c'était surtout le phénomène de la grande démission parce qu'on était en pénurie aussi de talents. Donc, les gens avaient la possibilité d'avoir des emplois. Fait que c'est pour ça fait que le phénomène, on l'a bien observé dans le baromètre. Ce qui me surprend, moi, je vais être honnête avec vous, c'est la grande baisse de 2023. Là. On s'attendait à une baisse du taux de roulement. Moi, je disais qu'on allait revenir à des taux pré-pandémie. Donc, je m'attendais plus à avoir un 26 25 22 c'est bas.
Fait que si chez vous, vous avez noté une baisse de votre taux de roulement, ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes bon. OK? Je ne veux pas vous faire que vous pensiez ça. C'est que vraiment, le fait que l'économie ne va pas bien, la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, tout ça a fait en sorte que les gens ne changent plus d'emploi aussi facilement. Puis là, il y a un nouveau phénomène, là, le great stay ou le big stay, c'est que les gens, là, maintenant, ils restent dans leur emploi. Donc, parmi vous, vous avez sûrement remarqué une baisse du taux de roulement. Puis, on l'a vu, là, dès début 2023, nos clients nous le disaient, là, le taux de roulement, les gens partent plus, là. Fait que c'est pas parce que vos programmes de rétention ont... Probablement, ça a eu un petit effet, là, mais dites-vous que l'économie a à y jouer. Est-ce qu'on anticipe pour 2024? Peut-être que ça va augmenter un peu, mais moi, je pense ça va se stabiliser, les taux de roulement là, dans les organisations. Donc, on va avoir moins de pression à ce niveau-là. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, Rémi. Merci beaucoup, André, pour ton interprétation. Le deuxième indicateur qu'on vous présente, encore en lien avec le roulement, donc c'est le taux de roulement volontaire. Je vous rappelle, le taux de roulement volontaire, c'est tout ce qui est démission et départ à la retraite. Donc, divisé par le nombre moyen d'employés au sein de votre organisation. Donc, c'est vraiment ce qu'on va venir mesurer ici au travers du baromètre RH. Donc, ce sont tous les gens qui quittent volontairement votre organisation. Et voici les résultats pour les dernières années. Donc, on peut voir quand même que le baromètre présente une hausse du taux de roulement volontaire aussi, et ce, particulièrement pour l'année 2021, où, encore une fois, on parlait du phénomène de la grande démission. 2022, il y a déjà eu une petite baisse, mais c'est vraiment en 2023 qu'on voit vraiment que la baisse a été vraiment plus prononcée, venant encore plus basse que les résultats qu'on avait en 2017. Donc, en 2017, on peut voir qu'on avait un résultat à 14,8 et que là, on tombe avec un 13,1 de taux de roulement volontaire. André, penses-tu que ça pourrait avoir un lien aussi qu'on essaye de garder de plus en plus nos employés plus longtemps, de repousser la retraite, on favorise le retour en emploi de nos aînés, ce genre de choses-là? Ça peut-il avoir un petit lien? C'est sûr que les départs à la retraite étant inclus dans le taux de roulement volontaire, c'est sûr que les départs à la retraite, on voit là, qu'il y a vraiment une diminution. Les gens prennent plus leur temps avant de partir. Fait que c'est sûr que ça a un effet. C'est l'effet aussi direct là, de la situation économique, là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres explications que ça. Donc, encore une fois, le phénomène, comme tu l'expliquais, du big stay ou du great stay. Oui. Ça pourrait être le sujet de l'un de nos prochains articles. Je sais pas comment on traduirait ça en français, là. Hein? Oui, je vois. La grande rétention. La grande rétention, oui, ou le grand. En tout cas, on trouvera bien le mot en français. On va trouver le mot, puis on va vous faire un article de blog là-dessus, sans aucun problème. C'est ça. Parfait. Puis là, on va passer au troisième indicateur. On va parler vraiment de taux de roulement involontaire. Donc, taux de roulement involontaire, c'est tout ce qui est congédiement, mise à pied, fin de contrat, ensuite tout ce qui est perte d'emploi pour la restructuration de votre organisation. Donc, tout ça va venir vraiment à l'intérieur de ça, et les décès, bien entendu. Donc, et là, encore une fois, on divise par le même dénominateur que pour les précédents, donc le nombre moyen d'employés au sein de votre organisation. Et là, on peut voir que c'est quelque chose qui est quand même assez stable à travers le temps. Donc, ça varie de 7,1 à 11,13 %. J'ai l'impression qu'en 2020, ça a augmenté, pas en raison de la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui ont mis à pied une bonne partie de leur talent. J'ai l'impression que ça peut venir jouer quand même beaucoup ici. Et là, on retourne encore une fois en 2023 avec des résultats qui sont similaires à 2017. C'est ça qui m'avait quand même assez surpris. Oui, mais même affaire, là, la situation économique fait en sorte qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Hein, il y a eu des mises à pied, des restructurations. Fait que, mais 9,5, je trouve ça quand même élevé, là, parce qu'on n'est pas encore sorti de la pénurie de talent, là.
Mais c'est probablement encore, tu sais, c'est la situation économique qui fait en sorte qu'on se départit d'employés parce que, bon, l'entreprise va moins bien. Qu'est-ce que vous voulez? Ça revient un peu Est-ce avec que ce que tu as dit en janvier quand on présentait les indicateurs de l'année 2024. Une des choses que que tu as mentionné et qui m'a quand même assez marqué, c'est que cette année, le mot-clé, là, ça va être vraiment productivité. Donc, on va tenter de faire beaucoup plus en ayant beaucoup moins de ressources. Fait que ça se peut-tu que ça ait un lien vraiment avec ça? Hum. Puis là, on a des commentaires là, Oui. dans le chat. Là. Euh, oui, ben, tu sais, oui, il y a un lien avec les compétences, bien entendu. On est aussi dans un grand mouvement là, je dirais que les entreprises changent leur modèle d'affaires, changent leur façon de faire. Donc, il y a des compétences qui sont plus requises. Fait que ça a certainement un lien avec les compétences. Mais reste que, selon moi, c'est la situation économique là, qui est le plus gros, qui est le plus gros, qui est la plus grosse problématique encore là, en 2023. Tu sais, 2024, en tout cas, on prédit une baisse des taux d'intérêt en juin. Fait que si ça arrive, ça va probablement changer un peu la situation, mais pour 2024, je pense pas que ça bouge tant que ça non plus, là. OK. On va passer Voilà. au prochain Ouais. indicateur, qui est le taux de rétention des nouveaux. On a aussi des commentaires. Peut-être aussi plus difficile pour les entreprises côté économique depuis la pandémie, les survivants doivent couper. Effectivement. Ouais. C'est ce qu'on Ouais. dit. Ouais. Effectivement. Donc, on va passer à l'indicateur suivant qui est le taux de rétention des nouveaux. Donc, ça mesure le pourcentage des employés qui travaillent toujours pour l'organisation à la fin de la période. Et là, je tiens à vous porter votre attention sur la formule utilisée parce que bien souvent, on va venir dire le taux de rétention, c'est 100% moins le taux de roulement, mais c'est pas du tout ça. Donc, on va venir prendre le nombre de nouveaux employés en début de période, plus les embauches effectuées au courant de la période, moins les départs de nouveaux. Et là, on va diviser vraiment sur le nombre de nouveaux en début de période, plus les embauches. Ce que vous pourriez faire, c'est l'interpréter si votre résultat est de 92 c'est que vous avez 92 des chances qu'un employé reste plus d'un an chez vous. Donc, c'est une manière quand même de l'interpréter. Et là, le taux de rétention des nouveaux a fluctué quand même aussi un peu à travers le temps. Là, je sais que ça a l'air d'être quand même une grosse variation quand vous voyez la courbe, mais le plus faible résultat étant à 77,4 et le plus haut à 82,2. On voit uniquement un petit 5 environ d'écart entre le plus haut et le plus faible résultat. Et là, encore une fois, j'ai remarqué qu'on retombe en 2023 avec un résultat pré-pandémique de 2017. Donc, la situation ressemble beaucoup à celle de 2017. Les nouveaux, c'est 12 mois, donc c'est 1 an et moins d'ancienneté qui est Oui. considéré là, dans le calcul de notre taux de rétention. Tu sais, ce qu'on dit, nous, quand on accompagne nos clients, c'est que quand ton taux de rétention de nouveau est en bas de 80 c'est problématique. OK? Puis, tu sais, là, on le voit depuis 2022, là, ça s'est amélioré un petit peu en 2023. C'est plate que le taux de roulement volontaire, ben, c'est plate dans le baromètre, on ne peut pas le faire. Avec notre outil Cara, on peut le faire. Mais je suis persuadée que le roulement volontaire dans les organisations, ben, c'est sûr que c'est la tranche 0-1 an, là. C'est cette tranche-là qui est la plus volatile dans les organisations. Fait que, tu sais, puis c'est probablement aussi, tu sais, si on est dans des organisations, parce que, tu sais, la rétention des nouveaux, c'est les départs, c'est autant des départs volontaires qu'involontaires, là, c'est tous les départs confondus. C'est sûr aussi dans des organisations syndiquées, ben, tu sais, si on a des mises à pied à faire, ben, ça va être les nouveaux employés qui vont être mis à pied avant ceux qui ont plus d'ancienneté. Fait que, tu sais, le 78,6, moi, je trouve ça que c'est pas un très beau taux de rétention des nouveaux. Fait que, tu sais, moi, je pense que les organisations devraient faire attention là, à ça. Mais bon, c'est ce que je peux dire. Là. Mais tu sais, de passer de 80,9 à 78, tu sais, c'est pas une si grande différence, mais on voit qu'il y a une baisse à ce niveau-là.
Merci beaucoup, André. Et là, on va passer au prochain. Désolée, on dirait que c'est bloqué de mon côté. Bon, délai Un autre moyen commentaire. d'embauche. Il y a Pardon? une question, là. On a un autre. Ouais. À quelle Fait que- hauteur évaluez-vous les taux d'incertitude sur vos résultats? Écoute, on regarde la variance, là, c'est certain. Mais en même temps, nous, ce qu'on s'assure, c'est que les données qui sont fournies par nos clients font du sens. Si on s'aperçoit qu'ils ne font pas de sens, on communique avec le client. Si on n'a pas de réponse, on élimine les résultats, on élimine ces données-là du benchmark. C'est certain que plus on a de gens qui fournissent de l'information, meilleur va être le benchmark. Fait que c'est pour ça que si on descend dans des secteurs d'activité où il y a très peu de gens qui ont fourni de l'information, puis ça, vous avez toujours cette information-là là, dans le baromètre. Supposons qu'on est dans un groupe, par exemple, je vais dire n'importe quoi, le secteur d'activité de la construction, puis qu'on a 8 entreprises qui ont fourni de l'information. C'est certain que le benchmark qui est là, il est basé sur 8 entreprises, puis il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais je dis, c'est toujours mieux d'avoir de l'information pour 8 entreprises qui sont dans notre secteur d'activité que de n'avoir pour aucune. Mais c'est certain qu'il faut faire attention quand il y a très peu, le chiffre est très petit du nombre de participants là, pour un secteur d'activité ou pour une taille ou pour une région. C'est ce que je peux vous dire là, sur la validité de nos résultats. Okay, merci. Ensuite, on va voir le délai moyen d'embauche. Donc, ça, c'est un indicateur qui est utilisé depuis le lancement du projet. Donc, ça se définit comme étant le temps requis en jours calendaires pour pourvoir un poste. Donc, là, on prend la date d'acceptation de l'offre moins la date d'autorisation de la réquisition ou la date d'affichage. Puis, on divise par le nombre total, on les additionne tous et on réduit par le nombre total d'embauches pour venir déterminer combien de jours ça nous prend pour finalement recruter quelqu'un. Donc, c'est vraiment pas la date d'entrée en fonction. Donc, on dit ça, je tiens à le préciser. Donc, c'est pas le moment, on n'inclut pas le moment entre le moment où la personne a signé son contrat d'embauche et le moment où elle entre en poste. Ça, aux ressources humaines, vous n'êtes pas responsable de ce délai-là. Donc, c'est vraiment entre la signature du contrat et la date d'autorisation de la réquisition. Et là, on peut voir. Oh, on va attendre à la fin pour les questions. Oui, on va attendre à la fin pour les questions. Donc, on n'y arrivera pas, là, on ne se rendra pas à la fin. On ne se rendra pas parce que là, on est en train de présenter notre 5e indicateur puis il reste 20 minutes. Donc, on va parler du délai moyen d'embauche. Donc, on peut voir qu'il a quand même augmenté depuis l'année 2017. Donc, on a passé de 57 jours environ. Puis là, je vous rappelle, ça inclut les fins de semaine. Donc, ça inclut aussi les fériés aussi. Donc, passant de 57 jours, 56, on a eu une année à 54 en 2019, mais depuis ce temps-là, ça tend à augmenter et là, on a atteint 66 jours en 2023. Donc, un peu plus de 2 mois pour recruter. Voilà. J'attends ton interprétation de notre expert à côté. C'est sûr que le délai moyen, il augmente, OK? Le délai moyen d'embauche devient de plus en plus difficile à calculer pour les organisations. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on a tout le temps des postes qui sont affichés perpétuellement. On a des postes qui sont tout le temps affichés parce que sont très difficiles à combler. On est en pénurie. Je vous rappelle qu'on est toujours en pénurie. Là. On est en pénurie de talent. Étant donné la situation économique, ça fait en sorte que cette pénurie-là de talent semble moins problématique, mais aussitôt que la situation économique va repartir, on va se retrouver au même point qu'on était là, avant la pandémie. Là. Il n'y a pas plus de talent, là. Il n'y en a pas plus, OK? Puis il y a des compétences qui sont très, très difficiles à recruter. Fait que moi, je ne suis pas surpris de voir là, qu'on est à 66 jours. Ça l'augmente. Il y a des secteurs où c'est plus facile de recruter. Il y a des secteurs où c'est plus compliqué de recruter. C'est certain que là, on regarde tout secteur d'activité confondu. Là. Fait que, il faut prendre ça aussi avec un grain de sel.
60 jours pour moi, c'est le délai moyen, moi, que quand on regarde chez nos clients, surtout quand on est dans l'industrie du savoir, là, je vous dirais qu'on n'est pas à 60 jours quand on est dans le commerce de détail. Mais quand on est dans l'industrie du savoir, une moyenne de 60 jours, c'est régulier ce qu'on voit chez nos clients. Fait que moi, je ne suis pas surpris de ces résultats-là. Pas du tout. Et ensuite, on va avoir le Ah. coût par embauche. Oh, tu ne sembles pas heureuse de parler du coût par embauche, mais on va le faire non, mais là, quand on parle de coût, là, on parle d'inflation. Hein, fait que tout a augmenté. Là, fait que voilà, soit pas donc, des résultats. donc c'est notamment un des indicateurs qui est régulé par la norme ISO dont je vous ai fait part un peu tantôt. Donc, on va venir ajouter tous les coûts totaux liés au recrutement et l'embauche, puis on va diviser par le nombre total d'embauches effectuées. Donc, ça inclut le temps que vous passez, ça inclut l'affichage, votre licence LinkedIn, si la personne, vous devez lui fournir un uniforme, une carte d'accès, puis que cette carte coûte quelque chose, ça inclut tout ça. Donc, ça inclut quand même un bon nombre de choses. Lorsque vous saisissez l'information vraiment dans le baromètre, vous avez la liste justement des items qui doivent être inclus. Donc, vous remplissez tout simplement ces champs-là pour pouvoir vous donner votre coût total de recrutement. Et là, le coût par embauche, bien, comme André vient vous le dire, il y a eu l'inflation qui vient vraiment marquer aussi l'augmentation des coûts totaux de recrutement. Donc, on parle ici de 3 880 en 2017 pour monter à 5 900. Donc, il y a quand même un bon 2 000 d'écart par embauche depuis 8 ans. Oui, c'est ça. Je ne suis pas surpris. Les délais ont rallongé. Donc, si on parle que les délais rallongent, c'est sûr que le coût va augmenter aussi. La grosse part du coût par embauche, mais c'est habituellement le salaire des recruteurs ou le salaire des le coût des agences ou des. Fait que, tout ça a augmenté. On n'a pas le choix de voir une augmentation du coût par embauche. J'aurais été vraiment, vraiment surpris de voir une diminution là. Ou même une stabilisation, là, c'est certain. Voilà. Donc, une organisation qu'en ce moment, il dit hey, ça s'est vraiment détérioré chez nous, me semble, notre coût par embauche a vraiment augmenté. C'est tout à fait normal. Oui, tous les coûts ont augmenté. Fait que... Le recrutement aussi. Exactement. Le recrutement ne fait malheureusement pas exception. Exact. Maintenant, on va tomber dans les indicateurs d'absentéisme. Donc, il y en a deux. Donc, il y a les jours d'absence circonstancielle et les nombres de jours d'invalidité par employé qui sont fournis aussi dans le baromètre. Là, on va se concentrer sur les absences circonstancielles par employé. Donc, c'est le nombre de jours d'en absentéisme par employé. Donc, les absences circonstancielles, on pourrait les définir comme des absences qui sont imprévues. Donc, mon enfant est malade, je ne peux pas venir travailler. Il y a une tempête de neige, je ne peux pas me déplacer au travail. J'ai mal à la tête. Il faut que j'accompagne ma mère à l'hôpital aujourd'hui. Donc, des journées où le travail est arrêté, mais de manière un peu, on va dire les mots inattendus, on pourrait dire. On ne s'y attend pas. Et on divise encore une fois par le nombre moyen d'employés. Donc, je vous rappelle ce que c'est. Le nombre d'employés en début de période plus le nombre d'employés en fin de période divisé par 2. Et là, on peut venir voir qu'au courant des dernières années, donc depuis 2017, ça aussi, ça a augmenté. Donc, passant de 3,5 en 2017 jusqu'à 5,3. Donc, les gens s'absentent en moyenne à peu près 2 jours de plus par année. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant. C'est quand même. Comme on n'a pas beaucoup, dans notre benchmark, on n'a pas beaucoup d'organisations publiques, 5,3, c'est quand même pas la fin du monde, là. On pourrait le ramener en taux d'absentéisme. Je pense que c'est en bas de 3 de taux d'absentéisme, si on ramenait ça en taux d'absentéisme, ce qui n'est pas la fin du monde. OK? L'absentéisme, habituellement, n'a pas de lien avec la situation économique. Donc, c'est facile de comparer l'absentéisme d'une année à l'autre. Ça ne suit pas les cycles économiques. Pourquoi ça a augmenté en 2023? Est-ce que c'est
Est-ce que c'est nos nouvelles façons de fonctionner? Est-ce que c'est l'avenue du travail hybride dans les organisations? Je ne sais pas. Honnêtement, ça, je suis un petit peu plus puzzled à interpréter ce résultat-là à 5,3. Mais tu sais, c'est pas une augmentation dramatique non plus, mais on voit qu'il y a une augmentation. Fait que tu sais, ce que ça veut peut-être dire pour les organisations, c'est ceux qui ne mesurent pas, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui ne mesurent pas leur taux d'absentéisme. Ça veut peut-être dire que c'est peut-être le temps de commencer à mesurer ça. Parce que peut-être que ça en vient des problèmes au niveau de l'absentéisme. OK? Puis je pense, on le voit, là, les gens sont plus fatigués. Les gens. Fait que, tu sais, c'est peut-être quelque chose qu'il faut commencer à mettre davantage sur notre tableau de bord d'organisation. Oui, le roulement est là tout le temps. Mais là, le roulement se stabilise. Moi, tu sais, c'est peut-être l'absentéisme qu'il faut commencer à plus regarder là, dans nos organisations. S'assurer que notre main-d'œuvre, elle est bien puis elle est en santé. Le lien avec les... Ah, ben peut-être, c'est peut-être, oui. Oui, peut-être. Peut-être qu'il y a un lien à faire là. Voilà. Ensuite, on va y Ouais. aller pour le nombre de jours d'invalidité aussi par employé. Donc, on considère ici les invalidités tant physiques que psychologiques, courtes et longue durée. Donc, le nombre de jours en invalidité divisé, encore une fois, par le nombre moyen d'employés au sein de l'organisation. Et là, encore une fois, ici, c'est quand même relativement stable. Donc, on a passé, 2017, c'était notre plus faible résultat à 4,1 jours par employé. Et notre résultat le plus fort était en 2023 avec 5,2 jours, mais en même temps, ce qui est quand même très similaire aux années 2018 et 2020. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation. Est-ce que... Oui, bien ça, honnêtement, je suis un peu surprise. Parce qu'on entend ça dans les organisations, là. Il y a beaucoup de gens qui partent en invalidité psychologique. Puis bon, nous, on ne le voit pas, là. On ne le voit pas dans les données. Oui, il y a une augmentation en 2023, mais pas si significative que ça. Fait que ça j'ai été un peu surprise que ça n'ait pas augmenté plus que ça. Peut-être qu'on va le voir plus en 2024. Je ne sais pas. Mais je sais que nos clients à nous, c'est quelque chose qui monitore là, les invalidités par employé, le taux d'inactivité de leurs employés. C'est des choses que nos clients sont en train de mesurer puis de monitorer si on veut. Mais ici, on ne voit pas, là. C'est plutôt bas pour des invalidités, mais c'est sur le nombre moyen d'employés de l'organisation. Oui. Donc, c'est vraiment sur toutes il y a des employés qui ont 0 invalidité. Tu as combien d'employés qui ont 0 invalidité? C'est pour ça que ça fait 5,2. C'est pas le nombre. Oui, c'est ça. Oui, vas-y, Amy. Non, ben c'est ça, ça revenait à ce que tu disais, c'est que chaque employé, en moyenne, chaque employé s'absente 5,2 jours. C'est pas tout le monde qui s'absente au courant de l'année pour invalidité. Non, c'est ça. Est-ce que tu veux que je poursuive, André? Oui, ben peut-être que ça pourrait être intéressant de regarder plutôt le nombre de départs en invalidité pendant l'année. Peut-être que, mais tu sais, pour ramener ça, il faut ramener ça quand même à un pourcentage. Donc, peut-être qu'il y a d'autres indicateurs à aller chercher ici, là, tu sais, le pourcentage de personnes en invalidité dans votre organisation, peut-être. Parce que c'est certain, pour une organisation, prenez une petite organisation, là, qui a une personne qui part en invalidité pour un cancer, par exemple, ça va venir faire augmenter leur nombre de jours d'invalidité par employé, là. Parce que la personne va être absente pendant peut-être une année. Et si t'es 10, ben, ça fait augmenter ton... Mais tu sais, si t'es 1000 puis t'as rien qu'une personne, ben... Fait que tu sais, peut-être que cet indicateur-là est peut-être à revisiter. Moi, j'aime bien le pourcentage de gens inactifs dans votre organisation. Donc, puis là, il faudrait enlever les congés parentaux. Hein? Mais bon, c'est peut-être quelque chose à regarder, mais j'ai été un peu surpris là, de ne pas voir une plus grande augmentation que ça. Merci, André. Il en reste vraiment 2 que je voudrais qu'on vous fasse midi. Oui, Donc, le premier, c'est les heures de formation
par employé. Donc, on vient regarder le total des heures de formation divisé par votre nombre moyen d'employés. Donc, on va venir établir ça. Puis ça, c'est un indicateur, je l'ai mis dans le bas, ISO, grande entreprise et PME. Donc, c'est pour toutes les organisations qui souhaitent le mesurer. Il fait partie de la norme ISO et c'est ça la bonne formule à utiliser. Et là, je vous l'ai mis en graphique, mais j'ai quand même vu une bonne augmentation. Donc, 2017, on passait de 20,9 heures. Il y a eu le plus bas en 2020 à 18,5 qui nous avait grandement surpris chez Cara. Et là, on peut voir que depuis l'année 2020, ça tend à augmenter, puis que là, cette année, on a atteint un 25,2 heures par employé d'heures de formation. C'est ça, on essayait de comprendre, là. Bon, Amy, elle disait, les jeunes veulent suivre la formation dans les organisations. C'est peut-être aussi ce qu'on appelle le reskill, l'upskills des gens. Donc, tu sais, l'emploi change, donc on veut s'assurer que nos gens aient les bonnes compétences. Il y a peut-être ça aussi qui est là-dedans. Mais moi, je trouve ça bien là, de voir qu'il y a une augmentation parce que en 2020, à 18 heures par employé, c'est bas, là. C'est bas. Mais tu sais, c'est sûr que ça, il faut le regarder par secteur d'activité aussi, là. Puis, honnêtement, moi, je pense que c'est pas tout le monde qui mesure très bien, qui a les systèmes en place pour être en mesure de regarder, tu sais, combien d'heures de formation. Même si on est régi par une loi, là, je pense qu'on en échappe un peu probablement à des heures de formation de nos employés, là. Oui, effectivement. Merci. Et finalement, c'est le dernier que je veux qu'on aborde aujourd'hui. Donc, le taux de rendement du capital humain, qui est un indicateur financier, c'est le seul en tant que tel qui se retrouve dans notre solution de benchmarking. Donc, en tant que tel, la formule, c'est le revenu d'exploitation moins les dépenses d'exploitation auxquelles on a enlevé les coûts de main-d'œuvre divisé par les coûts de main-d'œuvre. Donc, en tant que tel, ça va vous donner un résultat, c'est pas un résultat en pourcentage, ça va vous donner un résultat qui va être, je l'espère, supérieur à 1. Donc, ça va venir vous dire de manière très simple combien ça rapporte d'investir $1 par employé. Donc, si vous avez un résultat supérieur à 1, ça veut dire si vous avez un résultat, par exemple, de 1,2, ça veut dire que pour chaque dollar investi dans votre main-d'œuvre, il vous revient $1,20. Donc, si vous avez un résultat qui est inférieur à 1, ça veut dire que pour chaque dollar investi, vous perdez de l'argent en tant que tel. Donc, c'est ce que ça vient vraiment mesurer ici, le taux de rendement du capital humain. C'est un indicateur qu'on considère aussi beaucoup qu'il faut se mesurer en fonction de son secteur d'activité. Donc, c'est super important de le dire. Là, on vous présente des résultats pour tous les secteurs confondus. Donc, c'est possible que chez vous, si vous êtes dans une entreprise qui est plus dans les services professionnels, scientifiques et techniques, que vous vous retrouviez plus dans les alentours du 1,3, 1,2. Donc, paniquez pas en voyant des résultats de 2. Donc, c'est tout à fait normal. C'est un résultat qui varie grandement en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Et là, on peut voir que c'est vraiment ça. Le plus bas résultat qu'on a obtenu, c'est en 2020 avec 2 et 2021 avec 2,8, c'était notre plus élevé. Donc, on tourne généralement dans les alentours de 2,2, 2,3. C'est vraiment les résultats qu'on a eus au courant des 7 dernières années du baromètre. Oui, puis, tu sais, j'essayais d'expliquer, j'essayais de m'expliquer. Puis, tu sais, je suis emmenée à la conclusion que même, parce que les revenus d'entreprise rentrent là-dedans, fait que quand les revenus de l'entreprise baissent, ben, veux pas, le coût de main-d'œuvre va baisser parce que les gens vont être portés à mettre à pied des gens. Fait que puis même si tes dépenses d'exploitation à cause de l'augmentation du coût de la vie va avoir augmenté, mais ton coût de main-d'œuvre, probablement, là, les gens, ce qu'ils font, toute organisation, je dirais, capitaliste, aussitôt qu'il va avoir une baisse des revenus, ben, habituellement, on va faire baisser la main-d'œuvre en conséquence. Donc, le taux de rendement du capital humain va rester à peu près le même. C'est dans le cas où, justement, il y a une baisse de revenus et on décide de conserver notre niveau de main-d'œuvre, bien là, on aurait dû voir apparaître des taux de rendement du capital humain plus bas. Et ce n'est pas le cas, là, qui est ce qu'on voit ici. Fait que, on peut le voir là, par le taux de roulement involontaire qui a augmenté. Donc, on a eu des mises à pied là, qui ont eu lieu.
pour pour que le taux de rendement du capital humain reste assez stable dans le temps. Voilà. Hey, merci André. Donc, on finit 4 minutes d'avance. Donc, on a répondu à la majorité des questions pas mal au fur et à mesure. Donc, je tiens vraiment à vous réexpliquer ce qui va arriver. Donc, au courant de la journée, vous allez recevoir un lien vers un sondage de satisfaction qui va vous demander comment vous nous avez trouvés. Donc, on est toujours heureux de vous lire et ça nous aide aussi à déterminer les prochains sujets qu'on va aborder possiblement cet automne. Et la semaine prochaine, vous allez recevoir la présentation ainsi que le lien vers l'enregistrement de l'activité de ce midi. Donc, je vous invite à le revisionner et à l'utiliser. Et finalement, notre calendrier, le calendrier des activités pour l'automne 2024 et l'hiver 2025 devrait sortir cet été. Donc, je vous invite à suivre notre infolette parce que c'est là qu'on va vraiment l'annoncer. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à notre infolette, le lien se retrouve déjà dans le chat ou il se retrouve aussi sur notre site Internet. Donc, on tient à vous remercier d'avoir été présent en grand nombre aujourd'hui et on vous invite à poser vos questions. Je vais aller allumer les micros si vous le souhaitez. Moi, j'ai une question pour les gens qui sont encore là, qui ne sont pas partis, là. Est-ce que vous avez, tu sais, les résultats qui sont là, est-ce que ça ressemble un peu à ce qui se passe dans votre organisation? Ou est-ce que dans votre organisation, vous avez vécu quelque chose de complètement différent? J'aimerais ça le savoir. Comme par exemple, est-ce qu'il y en a que le taux de roulement continue à augmenter dans leur organisation, là, que vous n'avez pas vu de baisse en 2023? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu des situations de ce genre-là? Soyez pas gênés. Donc, il semblerait que tout le monde... Bonjour à toutes et à tous. Oui, je peux oui, répondre à cette question. C'est Hussein. oui, C'est pas directement, c'est pas le taux de roulement qui m'a intrigué. C'était plutôt le numéro d'heures de formation sur la moyenne des oui, employés. Dans oui, mon organisation, on le fait par gestionnaire puis par employé de premier rang. C'est pas par la oui, moyenne. Alors, dans l'hôtellerie, là, d'où je viens, il faut oui, avoir 40 heures de formation par gestionnaire par année et oui, 6 heures de formation par employé par année. oui. Je n'ai pas trop compris comment vous pouvez faire pour avoir la moyenne des employés. Merci. Ben, on aurait pu prendre... Vous prenez probablement, quand vous dites 4 heures par employé, vous prenez le nombre d'employés probablement à la fin de l'année. Nous, au lieu de prendre ça, on prend la moyenne pour justement s'il y a des fluctuations. On prend le nombre moyen d'employés. Si vous avez, tu sais, 40, là, vous le regardez pour gestionnaire, bien, pour nous, un gestionnaire, c'est un employé aussi, là. Fait que, dans le fond, c'est une moyenne sur tout le nombre de personnes qui travaillent dans votre organisation. Ça donne une vingtaine d'heures. Fait que si vous me dites 40 heures pour les gestionnaires, 4 heures pour les employés, ben, d'après moi, on n'est peut-être pas loin du 20 heures. Mais bon, je dis ça comme ça, là, dépendamment combien vous avez de gestionnaires. Quelle est la taille de l'échantillon pour votre benchmark? Bien, la taille, elle varie, là. Elle varie par indicateur, OK? Parce que les gens ne sont pas obligés de fournir de l'information par indicateur. Dites-vous que ça varie. Puis, tu sais, dépendant d'une année à l'autre, il y a des années où on a eu 200 personnes, 200 organisations. Il y a des années où ça a descendu. Mais dites-vous, autour d'une centaine d'organisations, hein, Amy? Oui. Il y a environ une centaine d'organisations inscrites, puis il y en a des fois qui participent à un trimestre, pas à l'autre, puis au total. C'est ça. Fait que, puis ça varie d'un... Tu sais, le taux de roulement, tout le monde fournit l'information. Oui. Le délai d'embauche, on a moins d'organisations qui fournissent. Fait que, vous voyez, là. Mais c'est certain que plus il y a d'organisations qui participent, plus les résultats deviennent intéressants. Puis ce qui est intéressant, c'est ensuite de pouvoir aller filtrer dans la plateforme par secteur d'activité. Là, on vous a donné ça pour tout secteur confondu. Un taux de roulement
de 20 dans le secteur de la restauration ou dans le secteur du commerce de détail, ça existe presque pas, là, OK? C'est pas, on parle de plus de 60-70 Donc, c'est certain que le fait de pouvoir filtrer par secteur d'activité est ce qui est intéressant dans la plateforme. Mais ça prend aussi des participants. Fait que c'est pour ça que on vous invite à venir l'essayer. Vous serez pas, on ne vous facturera pas. Vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir comment c'est facile. C'est facile de participer. Puis si c'est difficile pour vous de participer ensuite, mais vous avez juste à dire, ben on l'a essayé, puis c'est pas pour nous, puis on ne vous facturera pas. Mais moi, je pense que d'avoir cette donnée-là au Québec, on est chanceux, là. On est chanceux d'avoir accès à un outil comme ça à un prix si bas. C'est tout ce que je peux dire. Bon. Est-ce qu'il reste encore du monde? Oui, il reste encore quelques personnes. Donc, je tiens vraiment à tous vous remercier d'avoir participé à notre webinaire ce midi. Puis on espère vous revoir en grand nombre lorsque nos activités reprendront en septembre prochain. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Au revoir.